Peut-être avez-vous déjà eu envie de tout plaquer, de faire un métier radicalement différent. Ou peut-être simplement de vous poser et faire le point sur ce que vous savez faire, sur ce que vous aimeriez faire. La crise sanitaire a poussé beaucoup d'entre nous à s'interroger sur le travail. Parfois, elle n'a fait que confirmer une idée déjà en germe. Une envie de se reconvertir dans un métier manuel, une envie de créer sa propre boîte, par exemple. Elle a contraint d'autres personnes à sérieusement réfléchir à leur avenir professionnel et à se réorienter vers un secteur plus porteur. Chez les acteurs de la compétence, nous voulons que tout le monde trouve sa place dans le monde du travail. Pour ça, on doit permettre à chacune et à chacun d'identifier ses compétences, de les renforcer, mais aussi d'en acquérir de nouvelles, et ça, si possible, sans laisser personne de côté. Par ailleurs, nous accompagnons aussi les organisations, entreprises, associations, acteurs publics dans le développement des compétences de leurs équipes. Avec ce podcast Objectif Compétences, nous voulons comprendre ce que sont vraiment les compétences, comment on fait évoluer les savoir-faire des ouvriers du bâtiment pour les adapter à la transition écologique, comment on forme les salariés aux nouveaux outils numériques, comment on accompagne les personnes éloignées de l'emploi, les personnes qui ne veulent pas quitter leur territoire, et comment on valorise les savoir-être comme la créativité ou l'intelligence émotionnelle. Je suis Antoine Amiel, fondateur de Learn Assembly et administrateur chez les acteurs de la compétence. Je suis Christophe Ken, fondateur de Kilotoa et administrateur chez les acteurs de la compétence. Et c'est nous qui allons présenter cette série de 5 podcasts. Bienvenue dans Objectif Compétences. Dans ce premier épisode, nous allons nous interroger sur la tension entre qualification, métier et compétences et tenter de comprendre pourquoi la compétence a pris une place si importante dans les parcours professionnels et les processus de recrutement. Nous nous interrogeons ce matin sur nos métiers. Demain, l'après-Covid bien sûr, mais plus durablement. Le changement climatique, l'avènement de l'intelligence artificielle, nombre de métiers vont tout simplement disparaître. Selon l'Institut Sapiens, d'ici 50 ans, plus de 2 millions d'actifs devraient voir leur métier disparaître. Plus de 2 millions de Français vont probablement voir leur emploi disparaître. Tous ces métiers qui vont disparaître ces prochaines années. On entend souvent dire que certains métiers sont amenés à disparaître. On sait surtout que des transformations sont en cours. Parallèlement, de nouveaux métiers vont continuer à apparaître. On voit donc que le monde du travail est continuellement bouleversé par les avancées technologiques, l'évolution des modes de vie, la prise en compte des enjeux de développement durable, mais aussi les crises, comme la pandémie que nous traversons. On peut difficilement dire à quoi ressembleront les métiers de demain. Est-ce qu'on verra encore des hôtes et des hôtesses de caisse dans les supermarchés en 2030 ? Les moteurs des voitures électriques seront-ils toujours fabriqués par les ouvrières et les ouvriers qui, aujourd'hui, construisent les moteurs thermiques ? Dans ce monde où les métiers et le travail se transforment à vitesse grand V, les compétences semblent être des valeurs sûres. Alors, la compétence est-elle la clé pour trouver sa place dans le monde du travail ? Le travail est-il devenu un portefeuille de compétences qu'on étoffe et renouvelle, plus qu'un métier qu'on apprend une fois pour toutes ? Nous en avons parlé avec Michel Barabel. Il dirige l'exécutive Master RH à Sciences Po. Pour commencer, il nous semblait important de bien définir la notion que nous allons décortiquer au cours de ces 5 épisodes, la compétence. Il faut savoir déjà quand même qu'on est à plus de 10 000 définitions et que les chercheurs se chamaillent sur la définition de la compétence depuis extrêmement longtemps. Mais pour moi, ce qui définit une compétence, c'est une activité professionnelle qui va mobiliser des ressources, des aptitudes, des capacités qui mènent à un résultat positif. On retrouve donc souvent 2 types de compétences professionnelles. Il y a tout d'abord les hard skills, les compétences métiers. C'est le savoir-faire technique, opérationnel, par exemple la gestion de projet, la maîtrise d'un logiciel, d'une langue étrangère ou la capacité à réaliser un plan de financement. Et puis il y a les soft skills, les compétences comportementales. C'est aussi ce qu'on appelle le savoir-être. C'est très souvent lié à la personnalité, au parcours de vie, mais aussi au contexte dans lequel elle s'exprime. Ça peut être l'esprit d'initiative, la résistance au stress, l'autonomie ou la communication. Ce qui est compliqué, c'est qu'il y a des compétences qui se périment de plus en plus vite. Michel Barabel utilise une métaphore que je trouve assez adaptée. Selon lui, au XXe siècle, on pouvait considérer les compétences comme un stock, une sorte de capital. Il fallait les accumuler. Au XXIe siècle, les compétences sont devenues un flux. Il faut sans cesse les renouveler, au moins en partie. La première répercussion, c'est que si on est dans un flux, on doit se former en continu.
alors qu'on avait l'habitude de se former de manière séquentielle et de considérer qu'il y avait le monde du travail dans lequel on travaillait et le monde de la formation dans lequel on se développait. Donc d'ailleurs, c'est pour ça aussi que la loi Avenir de 2018 a fait disparaître quasiment le mot formation et a parlé de développement des compétences, pour bien montrer que ce développement était illimité et infini. Pour rappel, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, c'est la dernière grande réforme de la formation qui date de 2018. C'est pareil pour la carrière et c'est pareil pour l'emploi, en fait. Je pense qu'on envisagera de moins en moins une carrière comme un passage d'un emploi A à un emploi B, mais par le fait qu'un individu, à un instant T, a à la fois un emploi principal, mais peut être chef de projet en interne d'un projet, collaborateur d'un projet 2, mais aussi potentiellement président d'une association en dehors de son activité qui lui génère tout un ensemble de compétences. Et la question qui va se poser ensuite, c'est la façon dont il va pouvoir réinvestir toutes ces compétences générées et créées dans les différentes situations professionnelles et non professionnelles au sein d'une carrière, d'une organisation ou d'un projet professionnel. Les recruteurs accordent de plus en plus d'importance à toutes ces compétences. Par exemple, si vous êtes trésorier d'une association sportive, ça veut probablement dire que vous êtes rigoureux et que vous savez gérer un budget. Si vous êtes à votre compte, vous êtes probablement organisé et vous savez respecter les échéances. Est-ce que ça veut dire que le diplôme perd de sa valeur ? En France, ça reste toujours une clé d'entrée sur le marché du travail. Peut-être trop d'ailleurs. Les compétences, c'est ce qui va permettre aux candidates et aux candidats de se distinguer au-delà du diplôme. C'est vrai que si on se met dans le monde, entre guillemets, d'avant, avec des durées de vie de compétences relativement longues et des référentiels d'emploi relativement stabilisés, on pouvait décrire un emploi par un ensemble de tâches et finalement se dire, avec tel diplôme, avec tel processus de recrutement, cette personne va pouvoir être performante dans cet emploi sur une longue période. À partir du moment, et c'est pas que les révolutions technologiques, mais ça y contribue très fortement, où 10% des tâches d'un emploi peuvent disparaître dans l'année parce qu'elles vont être prises en charge par une machine, ou elles vont être jugées moins intéressantes ou moins valorisables par l'organisation. C'est vrai que quand on recrute quelqu'un, on va moins se poser la question de son adéquation, de son matching avec un emploi, mais de la qualité de son portefeuille de compétences qui va lui permettre d'exercer une multitude d'emplois et d'évoluer au sein de l'organisation. Donc on va regarder deux choses. Premièrement, effectivement, la valeur de son portefeuille de compétences à un instant T, c'est ce qui donne son employabilité, mais aussi sa capacité à apprendre en continu pour faire en sorte que son portefeuille de compétences continue à être valorisable, voire s'étende, et que le collaborateur ait de plus en plus d'opportunités au sein de l'organisation. Donc effectivement, ça tue pas l'emploi, c'est juste qu'on va raisonner de moins en moins adéquation, un individu, un poste, et de plus en plus, adéquation entre un portefeuille de compétences et une multitude de postes, de projets et de missions en entreprise. Nous avons voulu comprendre comment les entreprises gèrent cette transformation rapide des métiers. Nous avons donc sollicité Thibault Langzade, qui est PDG de l'entreprise Jouve depuis 2017. En un peu plus d'un siècle, le cœur de métier de cette entreprise a complètement changé et c'est ce qui nous a intrigués. À la base, l'entreprise était une imprimerie. Aujourd'hui, elle numérise des données et elle accompagne les entreprises dans leur transformation digitale dans les secteurs de la santé, l'assurance ou encore la propriété intellectuelle. Ces 4 dernières années, Jouve s'est séparée de plusieurs activités. Et c'est en 2020 qu'elle a tourné une page importante de son histoire. L'entreprise a cédé à Duniprint son activité historique, son imprimerie basée à Mayenne, pour devenir un groupe, comme elle le dit, 100% digital. Thibault Langzade nous a expliqué comment son entreprise s'est adaptée à cette mutation. Alors, sur des transformations de postes, nous avons, pas tellement évolué sur le fait que nos activités d'impression, nous les avons cédées. Et donc, nous n'avons pas eu à transformer l'activité d'impression sur des métiers, plus digital. Mais il y a un point qui est important, c'est que nous assurions par le passé, encore un tout petit peu maintenant, des métiers de composition. Les métiers de composition, c'est très simple. Vous prenez un certain nombre de documents et puis vous les préparez pour l'impression. Donc, vous les composez, vous les paginez. Et ça, c'était une activité que nous avions développée en amont de nos activités d'impression, qui est une offre de service complémentaire. Aujourd'hui, nous continuons à le faire, mais de façon beaucoup plus technologique. Et donc, on est allé encore plus en amont. C'est-à-dire de proposer, par exemple, à un éditeur qui reçoit régulièrement des documents, non plus de paginer, mais de lui proposer un outil logiciel qui pagine de façon automatique. Et donc, on est parti, d'un document qui était travaillé, certes,
via un ordinateur pour paginer à des applications numériques et de la programmation numérique qui permet cette pagination de façon automatique. Donc on voit qu'on remonte sur la chaîne métier en devenant de plus en plus digital. Alors ce ne sont pas les mêmes postes, ce ne sont pas les mêmes profils, ce ne sont pas les mêmes compétences, mais certains profils nous ont aidés parce qu'ils avaient cette capacité de maîtrise de l'activité de composition, de pagination, à développer une plateforme totalement numérique. Voilà comment s'opère, on va dire, une forme de digitalisation plus pointue de nos métiers. Pour les salariés, ça peut faire peur de voir son entreprise se séparer d'activités. Dans le domaine environnemental, quand on parle d'espèces en voie de disparition, ce n'est jamais bon signe. Et c'est vrai que quand on parle de métiers en voie de disparition, le discours est parfois anxiogène. Il suffit de regarder les prévisions du rapport de juin 2020 du cabinet de conseil McKinsey. Elles sont à première vue pas très réjouissantes. Sur les 280 millions d'emplois en Europe, 22% sont menacés par l'automatisation des tâches. C'est à se demander quelles seront les conséquences de ces bouleversements économiques et combien d'emplois risquent d'être détruits. C'est le grand débat, mais malgré tout, depuis les enquêtes de Oxford et du MIT il y a 5-10 ans qui nous proclamaient et qui nous inquiétaient en disant qu'on allait détruire 30 à 50% des emplois, je trouve que les dernières études sont beaucoup plus optimistes. Dans l'étude McKinsey, ce qui est intéressant, c'est qu'il montre que la Covid-19 amplifie des tendances qui sont à jour depuis une vingtaine, une trentaine d'années. Ça a plutôt eu un rôle d'accélérateur dans la mesure où on a télétravaillé, on a consommé en ligne. Donc, par nature, les algorithmes qui se nourrissent à la data ont progressé plus rapidement. Et donc, la possibilité d'automatiser, mais pas des emplois, en fait, des tâches au sein des emplois, ont augmenté. Mais dans le même temps, McKinsey, dans une autre étude, montre qu'il y a beaucoup d'emplois qui vont se créer aussi, également. En fait, je crois qu'il ne faut pas voir la machine comme le grand remplacement, parce qu'un emploi, pour le coup, c'est compliqué. C'est des tâches qui sont encastrées. Il y a une dimension relationnelle, une dimension intellectuelle, une dimension métier, une dimension connaissance. Donc, ce dont on peut être sûr, c'est, quel que soit l'emploi, même le plus qualifié, certaines tâches vont potentiellement pouvoir être prises en charge par les machines. Les plus simples et les plus prévisibles et les plus répétables. Dans l'emploi de caissière, ça peut aller jusqu'à 90%. Donc là, il y a un enjeu derrière. Dans d'autres emplois, ça peut être 5, 10, 20%, mais personne n'est épargné par un processus d'automatisation d'une partie de notre emploi. Donc c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'il y aura des emplois en création, il va y avoir des tâches qui vont émerger, notamment dans l'interaction homme-machine. Et donc on est soit face à un drame social si on n'est pas capable d'organiser le transfert des tâches simples et répétables à des tâches peut-être plus relationnelles, plus complexes. Et on est dans le Schumpeter avec la destruction créatrice et plein d'emplois créés. Si au contraire, on est capable d'accompagner les gens, parce que d'une certaine manière, un reporting pour un manager, il n'y a rien de plus horrible, ça peut presque le mener au burn-out. Et s'il a moins de reporting et plus de temps avec ses équipes pour manager, il peut être gagnant. Chez Jouve, il y a eu des départs. Thibault Langsad ne s'en cache pas. Dans l'imprimerie, on a fait un plan de départ volontaire. À peu près une vingtaine de collaborateurs ont quitté l'entreprise. Nous avons réorganisé l'entreprise et s'il y a eu des licenciements, c'est parce que nous avons fermé une activité à Bordeaux, nous avons fermé une activité à Orléans et nous avons proposé à ces collaborateurs de revenir sur nos sites historiques, mais pour des questions de mobilité, de pertinence de carrière, de vie avec leurs conjoints. Tout ceci nous a amené à avoir des licenciements compte tenu du fait que les collaborateurs ne voulaient pas venir sur Mayenne. Donc on n'a pas fait de licenciement économique, nous n'avons pas eu à réduire la valeur, nous avons juste dû nous réorganiser différemment et ça a entraîné effectivement un certain nombre de départs de l'ordre d'une trentaine sur cette période qui a été assez longue, mais pour des raisons exclusivement de mobilité. Cette réorganisation n'est pas anodine. Pour ces salariés, ça veut dire qu'ils ont dû chercher un nouvel emploi, s'adapter à une nouvelle structure ou éventuellement se reconvertir. Ils ont peut-être connu une période de chômage car n'étant pas mobiles, ils ont refusé d'être mutés. Ça veut dire qu'ils ont cantonné leur recherche d'emploi à leur territoire et la mobilité géographique est un des principaux freins à l'emploi. Or, des postes vacants existent dans de nombreux territoires. D'un autre côté, plus Jouve resserre ses activités, plus elle se spécialise. Cette stratégie lui permet d'être reconnu comme un acteur majeur dans le domaine de la numérisation, en France et à l'étranger. Cette renommée lui permet de décrocher de nouveaux contrats, donc de créer de nouveaux emplois.
Le groupe vient d'ailleurs de signer un contrat avec la United States Patent and Trademark Office, l'office fédéral américain chargé de la propriété intellectuelle. Pour honorer ce contrat, elle va recruter 1 millier de personnes aux États-Unis et 150 en France. En France, les 150 collaborateurs que nous allons recruter, c'est à la fois pour développer la machine IT, la plateforme IT que nous allons développer en France. Donc c'est le moteur. Et donc il nous faut à peu près 150 personnes. Alors 150 personnes, c'est des gens qui sont affectés à la construction de cette plateforme, mais également des collaborateurs que nous allons en interne affecter à la construction de cette plateforme. Il va falloir qu'on recrute également des collaborateurs pour remplacer les équipes qui seront dédiées à ce projet. 150 personnes, c'est plutôt du profil IT, ingénieurs logiciels, des développeurs, et également des profils qui auront la capacité, une fois qu'ils auront développé la plateforme, eh bien de prendre la plateforme et d'aller l'implémenter aux États-Unis, de former les 1000 personnes qui vont utiliser ces outils logiciels, alors plutôt les personnes qui vont encadrer ces 1000 personnes. Et donc là, ce sont des gens qui auront participé à la construction de cette plateforme, et en plus, qui auront la capacité de former l'ensemble des utilisateurs. La difficulté lors de ces transformations, c'est qu'il y a parfois un grand écart entre les compétences requises pour ces postes et les compétences que possède la main-d'œuvre disponible. C'est en tout cas ce que constate Thibault Langsade. Nous avons par conséquent beaucoup de mal à recruter. Et cette obsolescence programmée se traduit par des métiers en tension, notamment sur les développements numériques, sur les développements IT. Et pourquoi elles sont en tension ? C'est-à-dire que la France, je ne vais pas utiliser ce terme de produit, mais forme insuffisamment à ces métiers. Ce sont des profils qui sont par conséquent très chassés, très demandés. Ce sont des profils qui sont difficiles à trouver et j'ai envie de dire que ce sont des profils qui sont un peu des flibustiers ou des corsaires. Vous avez beau leur proposer un contrat à durée indéterminée, ce sont des profils qui sont extrêmement demandés. Et la première chose qu'ils vont regarder, c'est la qualité du projet que vous allez leur proposer. Est-ce qu'ils vont être en capacité d'apporter une compétence et est-ce qu'ils vont pouvoir progresser au travers du projet que vous allez pouvoir leur donner ? Autrement dit, leur premier critère, c'est de dire « moi, je veux bien bosser », mais en clair, est-ce que c'est le meilleur projet, le plus high-tech, où je vais à la fois confronter mes compétences, mais est-ce que je vais également progresser ? Si c'est pour faire des choses que j'ai fait par le passé, ça ne m'intéresse pas. Je veux utiliser les derniers langages, je veux utiliser les derniers codes, je veux pouvoir être le plus rapide parce que je veux continuer à progresser. C'est une population très geek qui a besoin d'être très stimulée intellectuellement. D'un autre côté, c'est parfois compliqué de former les salariés déjà en poste pour les faire évoluer d'un métier à un autre au sein de l'entreprise. Et de se dire qu'on peut former en interne rapidement des collaborateurs pour effectuer ces tâches-là, ce n'est pas vrai. Ça prendrait beaucoup trop de temps et je ne suis pas tout à fait certain que nous en ayons les moyens financiers en capacité. Donc vous pouvez toujours identifier à la marge des collaborateurs qui ont cette capacité à pouvoir progresser. 1, encore faut-il être en capacité de les identifier. 2, encore faut-il qu'ils soient d'accord pour pouvoir accélérer, on va dire, un programme de formation. Et puis 3, il faut être en capacité de pouvoir le financer. C'est là que la formation peut jouer un rôle clé. La formation, c'est ce qui va permettre aux salariés de développer leurs compétences pour évoluer dans leur entreprise. Mais c'est aussi la possibilité d'en acquérir de nouvelles, ce que des entreprises comme Jouve recherchent. Pour Michel Barabel, il y a un vrai enjeu social. L'inquiétude que je partage, c'est qu'on a souvent eu, ce que j'appelle des pratiques de formation segmentée, c'est-à-dire de la haute couture pour les hauts potentiels, les collaborateurs de moins de 45 ans et les diplômés, du prêt-à-porter pour le collaborateur dans la norme, et rien pour ceux qui sont déjà fragilisés. Et c'était déjà compliqué, mais finalement, dans un monde relativement stable, tout le monde s'en sortait plus ou moins, même s'il y avait des écarts de carrière et de rémunération. Si on rentre vraiment dans cette nécessité de se former en continu, la fracture d'apprenance, elle est pour tout le monde. Mais bien entendu, plus on part de bas, plus on est fragilisé, plus on est en fracture d'apprentissage, plus on a un rapport au savoir compliqué, plus on risque de ne pas mettre en place ces mécanismes d'apprentissage en continu et se faire sortir du marché du travail. Mais ça concerne quand même aussi bien le haut potentiel, le dirigeant, que le salarié faiblement qualifié. C'est ça qui a changé, c'est-à-dire que, en fait, on est tous en risque d'inemployabilité. Mais effectivement, il y a un scénario qui se dessine avec d'un côté des gens à l'aise
dans ce monde de l'apprentissage permanent. En anglais, on les appelle les serial learners, les apprenants permanents, qui au contraire s'épanouissent avec des challenges professionnels plus riches qu'avant, des remises à niveau, des veilles sur leur métier, et puis des gens à qui on a dit « c'est à vous de jouer, vous êtes acteur », mais on ne se proclame pas acteur du jour au lendemain, qui vont être en posture passive et qui risquent d'être sortis du marché du travail. Donc, c'est vrai que l'une de mes craintes, c'est la polarisation du marché du travail, avec une élite de la compétence et de l'apprenance qui s'en sort extrêmement bien, et des gens qui sortent du marché, qui ont beaucoup de mal à y revenir. Donc il y a un enjeu sociétal, et je pense que c'est un des grands enjeux des années à venir, pour vraiment s'assurer que tout le monde est embarqué, et qu'on a un niveau d'accompagnement beaucoup plus fort pour ceux qui sont déjà en situation difficile aujourd'hui. Ce qui est encourageant, c'est que les pouvoirs publics en ont pris conscience. Les évolutions conduites par la réforme de 2018 ont par exemple permis la mise en place du compte personnel de formation, le fameux CPF, qui permet à chaque actif ou demandeur d'emploi de développer ses compétences comme il le veut. Alors c'est peut-être pas le Big Bang annoncé par Muriel Pénicaud à l'époque, mais c'est un gros changement. Et l'offre de formation est en train de changer. Il reste quand même à pérenniser les financements. Il y a aussi le plan d'investissement sur les compétences, le PIC, qui devrait permettre d'aller chercher les jeunes, les personnes éloignées de l'emploi. Pour Michel Barabel, ce qui est important de garder en tête, c'est que tout le monde est concerné. Là où peut-être il y a une non prise en compte, c'est que finalement tout le monde est concerné. C'est souvent le cas dans une politique publique. On va protéger les plus fragiles, on va se focaliser sur eux. Et puis potentiellement, de l'autre côté, on va partir du principe que ceux qui sont dans la moyenne vont s'en sortir. Et je pense que les organisations syndicales, les entreprises, les pouvoirs publics doivent prendre conscience que cette société de la compétence, elle va aussi concerner des journalistes, des avocats, des experts comptables. Et donc la prise de conscience doit vraiment être collective et généralisée. Du reste, chez Jouve, Thibault Langzade reconnaît que son entreprise doit mieux prendre en compte ce besoin de formation continue. C'est un axe de progression. On a besoin de progresser. On a assumé une transition à rythme assez soutenu, on a vendu les activités d'impression, on a fermé des sites, on a vendu certains business dont je ne souhaitais plus les gérer, on a réorganisé nos activités à l'international et on a concentré nos activités et probablement pas suffisamment développé l'offre de formation. Plus générale, plus globale, sachant qu'une partie de l'offre de formation, maintenant, est à la main du salarié, puisque les nouveaux dispositifs font qu'ils ont, en fonction du temps qu'ils ont passé en entreprise, la capacité eux-mêmes d'aller chercher une offre de formation. Alors, on pense plus communément aux langues, à des activités qui leur permettraient une transition professionnelle s'ils étaient amenés à quitter l'entreprise. Nous avons fait des formations de management pour accompagner l'évolution managériale de l'entreprise, faire prendre conscience à nos managers qu'on doit manager différemment, et puis ici ou là, sur des profils identifiés, leur donner la capacité d'avoir une formation technique pour accélérer l'expertise technique qu'ils ont. Et je pense qu'il va falloir qu'on aille plus loin dans le futur, le généraliser, compte tenu du rythme maintenant à laquelle les outils techniques évoluent, mais qui sera dans une autre phase de transformation de l'entreprise. En bouleversant le monde du travail, la crise sanitaire a mis en évidence le besoin de formation. Les entreprises ont parfois dû s'adapter dans l'urgence, former tous leurs salariés, tous leurs managers aux nouveaux outils nécessaires au télétravail, à la gestion de projets à distance ou à la prévention des risques psychosociaux. La crise a aussi donné envie aux gens de se former, d'étudier, que ce soit les salariés, les demandeurs d'emploi ou les jeunes qui ne sont pas encore sur le marché du travail. Selon le baromètre de la formation et de l'emploi Centre Info CSA, 88% des actifs estiment que se former est nécessaire pour conserver son employabilité sur le marché du travail. Et quand on voit le succès que rencontrent les bilans de compétences, on se dit que ce ne sont pas des paroles en l'air. Vous venez d'écouter Objectif Compétences. Cet épisode a été monté par Anna Tayeb. Il a été enregistré et mixé au studio La Fugitive. Audrey Largouette est la chargée de production d'Objectif Compétences. Le générique et la composition musicale sont signés Jean Thévenin. Objectif Compétences est à retrouver là où vous aimez écouter vos podcasts. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler autour de vous.